Mais depuis des millénaires, tout a changé. On peut dire que depuis des millénaires, la naissance a été de plus en plus socialisée. Et c'est comme si, progressivement, on avait complètement oublié que l'ocytocine est une hormone timide. Alors la socialisation a revêtu plusieurs aspects. L'un de ces aspects, ça a été la transformation du rôle de la sage-femme. La sage-femme, qui était sans doute au départ la mère ou la grand-mère qui protégeait l'espace, elle est très souvent devenue, pendant l'accouchement, la personne qui contrôle l'événement, qui guide la femme qui accouche. Un peu comme l'agent du milieu culturel qui transmet les croyances, les rituels, qui souvent utilise des procédés transmis de mère en fille, et particuliers au milieu culturel. On a beaucoup d'exemples de sages-femmes qui dilatent le col avec le doigt, qui compressent l'abdomen, qui utilisent de façon rituelle certaines herbes qui ont pour effet, pour réputation, d'accélérer l'accouchement. Donc ça, c'est un aspect premier de la socialisation de l'accouchement, le fait que la transformation du rôle de la sage-femme. Et puis, il y a eu un autre aspect important de la socialisation, c'est le jour où les femmes ont accouché dans le lieu où elles passent leur vie quotidienne. L'accouchement à la maison, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, c'est un aspect important de la socialisation. Et toute cette socialisation, pendant des millénaires, eh bien, a conduit à oublier en quelque sorte, à ne pas comprendre que l'ocytocine est une hormone timide. C'est comme si pendant tout ce temps-là, on l'avait oublié. C'est ainsi que s'est créé un vrai conditionnement culturel. Et puis ensuite, il y a eu les accélérations du XXe siècle. Alors, au XXe siècle, bien sûr, tout a été très vite, mais il semble que, et même jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est comme si, malgré la socialisation de l'accouchement pendant des millénaires, malgré cela, c'est comme si on comprenait encore jusqu'au milieu du XXe siècle que l'ocytocine est moins timide dans un environnement féminin que dans un environnement masculin. Et on peut dire qu'au milieu du XXe siècle, l'accouchement, c'était une affaire de femmes, jusqu'au milieu du XXe siècle. Quand un bébé naissait à la maison il y a un siècle, c'était une affaire de femmes. Il y avait la sage-femme, il y avait peut-être la mère ou quelqu'un d'autre, mais le père du bébé, ou bien il allait au bistrot, c'était la tradition, ou bien il passait des heures à faire bouillir de l'eau, mais il n'était pas impliqué. J'ai évoqué les 6 mois que j'ai passés chez M. Suzor comme externe à Boucicaut dans l'hiver 1953-1954, en milieu hospitalier. À l'époque, les femmes accouchaient encore dans un environnement très féminin. Une première raison, c'est qu'il y avait très peu de médecins spécialisés à l'époque, et on ne les voyait presque pas. À l'époque, l'accoucheur, le médecin spécialisé, il n'apparaissait qu'à la demande de la sage-femme, en général, pour faire un forceps. Il venait, faisait son forceps et disparaissait. On ne le voyait pratiquement pas, il ne participait pas à la vie du service. En tant qu'étudiant en médecine, à l'époque, je n'osais pas me montrer dans une pièce où il y avait une femme en travail. Je n'apparaissais qu'à la fin, quand le bébé arrive, parce que j'étais supposé être là pour apprendre à faire les forceps. À l'époque, c'était ça, c'était apprendre à faire des forceps. C'est ça. Mais finalement, l'environnement était encore très féminin. Et personne, bien entendu, j'oublie même de le dire, à l'époque, n'avait jamais imaginé, c'était venu à l'esprit de personne, que le père du bébé pourrait être là. C'était venu à l'esprit de personne. Donc on peut dire que c'était encore un environnement éminemment féminin. Mais alors ensuite, tout a changé à une très grande vitesse. D'abord, de plus en plus de médecins spécialisés ont été formés. Leur nombre s'est accru en 2 décennies à une vitesse exponentielle. Et dans beaucoup de pays, la plupart étaient des hommes. D'autres médecins spécialistes sont apparus, on doit dire, néonatologistes, etc., etc. Et puis, vers 1970, il y a eu soudain la doctrine
de la participation du père du bébé à l'accouchement. C'est apparu comme ça, là, en 2-3 ans, la doctrine était établie. Un autre aspect de la masculinisation. Et c'est une époque qui correspond aussi à l'introduction de machines électroniques sophistiquées, et on peut dire que la haute technologie est un symbole masculin. Ce qui fait que, finalement, en quelques décennies, très vite, eh bien, l'environnement lors de l'accouchement s'est fortement masculinisé. On peut dire que l'une des principales caractéristiques de l'histoire de la naissance dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la masculinisation de l'environnement. C'est un fait. C'est à remarquer. C'est un fait. Il y a eu d'autres accélérations de l'histoire dans la deuxième moitié du XXe siècle. On peut dire que jusque-là, les milieux culturels agissaient surtout par le biais, comme on l'a dit, de croyances et de rituels. À partir du milieu du XXe siècle, ils ont aussi agi par le biais de théories qui se disaient scientifiques. Certaines de ces théories ont eu beaucoup d'influence et ont encore de l'influence aujourd'hui. Directement ou indirectement, beaucoup d'écoles de naissance dites naturelles sont encore sous l'influence de théories établies au milieu du XXe siècle. Vous avez tous entendu parler des théories des réflexes conditionnés, des théories de Pavlov. Eh bien, les théoriciens de la physiologie pavlovienne, à l'époque, disaient que la douleur avait pour point de départ, en quelque sorte, dans leur interprétation de la physiologie de l'accouchement, leur point de départ, c'était la douleur de l'accouchement n'est pas physiologique, elle est réflexion conditionnelle. Alors à partir de là, ils ont dit qu'il faut reconditionner les femmes, ce qui a conduit à apprendre aux femmes à accoucher. On leur a appris à respirer, on leur a appris à pousser, ce qui a conduit à introduire de nouveaux personnages dans les salles de naissance. Les femmes, pour accoucher, avaient besoin de quelqu'un qui les guidait. Alors ce personnage a reçu des noms différents selon les pays. En France, on a introduit, à l'époque, dans les années 50, des monitrices d'accouchement sans douleur, qui étaient là pour constamment dire aux femmes, il faut respirer comme ça, il faut pousser comme ça, etc. Aux États-Unis, dans le milieu naissance naturelle, on a parlé de coach. Vous savez, le coach, là. Comme le coach de Paris Saint-Germain qui dit aux joueurs de football ce qu'il faut faire. C'est lui qui dirige. Eh bien, on doit dire que ces théories, encore aujourd'hui, directement, le plus souvent indirectement, influencent encore profondément beaucoup d'écoles dites d'accouchement naturel. C'est un autre aspect de la socialisation, une autre façon d'oublier que l'ocytocine est une hormone timide, le nier. Et puis récemment, il s'est encore passé autre chose. Ce qui s'est passé tout récemment, comme souvent, c'est parti des États-Unis, puis ensuite ça s'est répandu partout dans le monde. Il y a eu une épidémie. Il s'agit d'une épidémie de vidéos. Une épidémie de vidéos dites d'accouchement naturel. Aujourd'hui, à Londres, je ne sais plus comment caser toutes les vidéos dites d'accouchement naturel qu'on m'envoie. Et c'est presque toujours la même histoire. On voit une femme qui accouche, entourée de 2 ou 3 ou 4 personnes qui la regardent, plus une caméra, puisqu'il y a une vidéo. Et puis, on appelle ça accouchement naturel, parce que ça se passe à la maison, ou parce que la femme est à 4 pattes, ou parce qu'elle est dans une piscine, on appelle ça accouchement naturel. Mais l'environnement est aussi peu naturel que possible. C'est exactement le contraire du message qu'il faudrait transmettre, selon lequel l'ocytocine est une hormone timide. Le besoin de base, c'est pas de se sentir observé, c'est ça qu'il faudrait transmettre. Et non seulement, on a oublié cela, mais avec cette épidémie aujourd'hui, c'est comme si on avait un peu renversé les règles. Les jeunes personnes qui voient ces vidéos, qu'est-ce qu'elles retiennent de l'image? C'est l'image qui est puissante. Elles retiennent que pour accoucher, il y a un besoin de base, c'est d'être entouré de 2 ou 3 personnes
qui vous apportent leur soutien émotionnel, etc. Le besoin de base, c'est d'avoir du monde autour de vous. Voilà ce que transmet l'image. Donc on a beaucoup à faire aujourd'hui. Si on veut essayer de redécouvrir, de mieux comprendre à quel point la libération d'ocytocine dépend de facteurs d'environnement. Alors j'ai résumé cela, j'ai résumé ce qu'on vient de savoir par cette image. C'est comme si l'ocytocine était une hormone timide. Mais il y a d'autres façons d'expliquer, de transmettre ce qu'il est important de savoir. Une autre façon, c'est d'introduire un concept très simple, bien accepté en physiologie. C'est ce qu'on appelle l'antagonisme adrénaline-ocytocine. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est simple. Ça veut dire que quand les mammifères, y compris les mammifères humains, libèrent de l'adrénaline, ils ne peuvent pas libérer de l'ocytocine. Voilà ce que ça veut dire. Bon, je dis adrénaline ici pour simplifier. Il faudrait dire hormone de la famille de l'adrénaline ou catécholamine. Ben, je dis adrénaline pour simplifier. Vous savez que l'adrénaline, c'est ce que nous autres, les mammifères, nous libérons dans des situations d'urgence, en particulier lorsqu'on a peur, lorsqu'on se sent observé et lorsqu'on a froid. Voilà. Là, quand on libère l'adrénaline, on ne peut pas sécréter l'hormone clé de l'accouchement qui est l'ocytocine. Voilà. C'est très simple. Et puisque nous sommes des mammifères, ça permet de résumer ce qui est très simple. Pour accoucher, une femme a besoin de se sentir en sécurité, sans se sentir observée, dans un endroit suffisamment chaud. Voilà. C'est très très simple. C'est simplement pour montrer un exemple, d'un concept physiologique qui permet de résumer beaucoup de choses. Je vais prendre 5 minutes pour souligner que très souvent il est difficile de digérer des connaissances scientifiques acquises. Je vais prendre ça comme un exemple. Apparemment c'est simple, mais si vous lisez des livres de naissance naturelle par exemple, vous lisez des recommandations. Par exemple, pour accoucher, il est préférable d'être debout et marcher, avec l'idée simpliste que la pesanteur va faciliter la descente du bébé. Mais quand on a bien digéré l'antagonisme adrénaline-ocytocine, on n'accepte pas facilement cette recommandation en tant que recommandation, puisque la condition préalable pour que l'accouchement s'établisse correctement, c'est que le taux d'adrénaline soit très bas. Quand on a un taux d'adrénaline très bas, ça veut dire que tous les muscles volontaires sont au repos, en état de relaxation. Ça suggère que si une femme en début de travail ou en pré-travail est passive, par exemple allongée sur le côté ou à 4 pattes mais passive, c'est un bon signe d'un taux très bas d'adrénaline. Intervenir, lui suggérer de se lever et de marcher, c'est pour le moins inutile, ça peut peut-être être contre-productif, voire désagréable. Pour expliquer cela, on peut prendre une analogie. Une autre situation qui implique que le taux d'adrénaline est très bas. C'est le moment précis où vous vous endormez. Si vous vous endormez, c'est parce que votre taux d'adrénaline est très bas. Vous ne pouvez pas vous endormir si vous êtes menacé par un revolver. Le taux d'adrénaline doit être très bas. Eh bien, imaginez qu'au moment précis où vous vous endormez, quelqu'un vient et dit « lève-toi et marche ». C'est plutôt désagréable. Bon, une analogie peut aider à comprendre. On pourrait en dire beaucoup plus à ce propos, mais ce concept aussi simple d'antagonisme adrénaline-ocytocine est bien accepté en tant que donnée scientifique, mais mal digéré. On pourrait continuer à disserter sur ce sujet. Mais je préfère passer à une troisième façon d'évoquer ce qu'il est important de savoir. Jusqu'à présent, ce que nous avons dit, c'est valable pour tous les mammifères. L'ocytocine en tant qu'hormone timide, l'antagonisme adrénaline-ocytocine, tout ça c'est valable pour tous les mammifères. J'ai suggéré une troisième façon de transmettre ce qui est important,
Mais cette troisième façon va introduire ce qui rend l'être humain spécial par rapport aux autres mammifères. Vous savez qu'on a une façon toute simple aujourd'hui de présenter Homo sapiens dans le contexte scientifique de 2009, c'est simplement de dire Homo sapiens, c'est un chimpanzé avec un énorme néocortex. Nous savons aujourd'hui que, génétiquement parlant, nous appartenons à la famille des chimpanzés, mais il y a une différence, il y a beaucoup de différences bien sûr, mais il y en a une, c'est que cette partie du cerveau qu'on appelle le néocortex, cette partie du cerveau qu'on peut appeler le cerveau de l'intellect pour simplifier, le cerveau rationnel, le cerveau qui pense, etc., ce néocortex est beaucoup plus développé dans l'espèce humaine que chez les autres chimpanzés. Dans l'espèce humaine, il est 3 fois plus volumineux que chez les autres chimpanzés. Eh bien ça doit être pris en considération. Pourquoi ? Parce que pendant un accouchement, de même que pendant n'importe quelle expérience sexuelle, lorsqu'il y a des inhibitions, ces inhibitions viennent du néocortex. Elles viennent du cerveau qui pense, elles viennent du cerveau de l'intellect. Accoucher, ce n'est pas le boulot du néocortex, ce n'est pas le boulot du cerveau de l'intellect. Accoucher, c'est le travail de structure cérébrale archaïque, primitive, on appelle hypothalamus, glande hypophysaire. C'est ça qui travaille très fort pour libérer les hormones nécessaires. C'est ça qui travaille très fort. Mais le cerveau, le néocortex, ce n'est pas son travail. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il faut visualiser la femme qui accouche en voyant ce qui est actif chez la femme qui accouche et d'où viennent les inhibitions. Comprendre ce qu'on appelle couramment le concept d'inhibition néocorticale. Eh bien, l'important, et la seule chose importante à vraiment comprendre, c'est la solution que la nature a trouvée pour surmonter ce handicap spécifiquement humain. Alors cette solution, elle est très facile à résumer. Pendant l'accouchement, le néocortex doit se mettre au repos. Ce n'est pas son boulot. Le néocortex, pendant l'accouchement, doit se mettre au repos. Je suis certain que certaines d'entre vous comprennent ça très facilement. Elles savent que quand une femme, ça ne se sait plus beaucoup maintenant, mais il y en a qui le savent encore, quand une femme accouche par elle-même, avec ses propres moyens, il y a un moment où elle donne l'impression de se couper du monde. Elle ne s'intéresse plus beaucoup à ce qui se passe autour. Elle oublie ce qu'elle a lu, elle oublie ce qu'elle a appris, elle oublie ses projets. Elle peut se comporter d'une façon qui habituellement serait considérée comme inacceptable de la part d'une femme civilisée. Elle ose crier, elle ose jurer, elle peut devenir impolie, elle peut se retrouver dans des positions les plus bizarres, les plus inattendues, les plus primitives, quadrupédiques. On a un peu l'impression qu'elle est sur une autre planète. Qu'est-ce que ça veut dire quand la femme qui accouche, exact, comme ça, ose crier, jurer, etc. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle par le néocortex. Ça veut dire que le néocortex s'est mis au repos. Bon, voilà ce que ça signifie, tout simplement. Et ça, c'est facile à observer. Eh bien, quand on a compris cela, on comprend, on résume facilement, d'une autre façon, les besoins de base de la femme qui accouche, en disant, bien, la femme qui accouche a besoin d'être protégée contre toute stimulation de son néocortex. Voilà. C'est une façon de résumer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Pour expliquer ce que ça veut dire en pratique, eh bien, il suffit de rappeler quels sont les principaux stimulants du néocortex afin de les éviter. Comment éviter de stimuler le néocortex d'une femme qui accouche ? Alors, il y a un stimulant spécifiquement humain du cortex, c'est le langage. Quand on communique par le langage, eh bien, on analyse ce qu'on perçoit avec notre néocortex. Et ça veut dire que quand on prend pour point de départ ce concept d'inhibition néocorticale, quand on comprend que le néocortex doit arrêter de fonctionner, eh bien, on en arrive à découvrir l'importance du silence. Alors bien sûr, ce n'est pas en 1 décennie ou en 2 décennies qu'on acceptera l'importance du silence pendant un accouchement, après des millénaires d'accouchements contrôlés par les milieux culturels, mais c'est ce que nous indique
la physiologie, l'importance du silence, à quel point il faut éviter le langage, ou l'utiliser qu'avec d'extrême précaution, tout en sachant bien sûr qu'il y a plusieurs sortes de langage, au point de vue stimulation du néocortex. Il est certain qu'un langage tout simple, bébé, comme par exemple faire pipi, faire caca, ça ne stimule pas beaucoup le néocortex. Mais par contre, un langage plus rationnel, parler de centimètres, alors là, ça stimule le néocortex. Parler de centimètres, c'est rationnel. Ce qui stimule le plus le néocortex, ce sont les questions, n'importe quelle question. On vous pose une question, il faut activer le néocortex pour y répondre. Même les questions les plus simples. Et ça, c'est très mal compris. C'est peut-être mieux compris si on prend une analogie. Je vais utiliser une analogie. Une autre situation où les néocortex sont censés se mettre au repos. Imaginez un couple en train de faire l'amour. Ils sont dans un état pré-orgasmique et soudain, la femme dit à son partenaire « À propos, qu'est-ce que tu veux manger pour dîner ?» C'est une stimulation néocorticale qui peut interférer avec les processus physiologiques. Donc, tout ça, c'est une façon d'expliquer ce qui apparemment semble très simple. Lorsqu'on a compris le concept d'inhibition néocorticale, lorsqu'on a compris qu'il ne faut pas stimuler le néocortex, mais on sait très bien que ça n'est pas accepter l'importance du silence, c'est pas en une décennie qu'on acceptera cela. Il y a d'autres stimulants du néocortex à prendre en considération. L'un d'eux, c'est la lumière, c'est bien connu. Des électroencéphalographistes, il y en a peut-être dans la salle, des physiologistes, ils savent ça. Ça veut dire qu'a priori, quand une femme est en travail, il y a une différence entre une lumière tamisée et une lumière intense. A priori, ce n'est pas la même chose. Considération importante à l'ère de l'électricité. Ce qui caractérise notre époque, c'est que nous avons le pouvoir, en une seconde, en appuyant sur un bouton, de transformer un endroit sombre en un endroit fortement éclairé. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait s'il y a une femme en travail dans le coin. Il faut y penser. On peut même expliquer, on peut interpréter. On sait aujourd'hui qu'il y a une hormone de l'obscurité. Une hormone qu'habituellement, on libère le soir au moment de nous endormir, et plus facilement si on est dans la pénombre, dans le noir. On la libère en général avec un certain rythme quotidien. Cette hormone, c'est la mélatonine. La mélatonine, mais quel est l'effet de la mélatonine, de l'hormone de l'obscurité? Elle réduit l'activité du néocortex. Elle nous aide le soir à nous endormir. Eh bien, il est vraisemblable que pendant un accouchement, elle peut aussi faciliter la réduction de l'activité du néocortex et faciliter le processus de parturition, le processus de l'accouchement. Il y a d'autres stimulants du cortex à prendre en considération. L'un d'eux, il y a des situations. Ce qui se passe lorsqu'on se sent observé. Lorsqu'on se sent observé, on s'observe soi-même. C'est une façon de redire ce que nous avons dit à propos de l'hormone timide. C'est qu'un des besoins de base de la femme qui accouche, c'est de ne pas se sentir observé. C'est subjectif, ne pas se sentir observé. Alors on pourrait disserter là-dessus pendant très longtemps. Beaucoup de choses à dire. C'est mal compris. Mal compris en particulier dans les milieux de naissance naturelle. Pensez à toutes ces vidéos. Mais ça veut dire par exemple qu'il y a une différence entre une sage-femme qui se tient en face de la femme qui accouche et puis qui la regarde, puis une autre qui s'assoit dans un coin. Ça veut dire aussi qu'il faut se méfier de tout instrument qui peut être perçu par la femme qui accouche comme une façon de l'observer ou une façon d'observer ses fonctions corporelles. Que ce soit la caméra introduite par la famille ou le monitoring électronique fœtal introduit par le milieu médical, c'est la même chose. Ce sont des instruments qui peuvent être perçus comme des façons pour la femme qui accouche de se sentir observée ou sentir que ses fonctions corporelles sont observées. Bon, tout ça redit ce que nous avons déjà dit d'une autre façon. Puis il y a encore d'autres facteurs qui peuvent stimuler le néocortex. L'un d'eux, c'est ce qui se passe lorsqu'on perçoit un danger possible.
lorsqu'on perçoit un danger possible, il faut être attentif, savoir ce qui se passe. Le néocortex est stimulé. Une façon de redire ce que nous avons déjà dit à propos de l'antagonisme adrénaline-ocytocine, c'est qu'un des besoins de base de la femme qui accouche, c'est de se sentir en sécurité. Donc, comme vous le voyez, en quelques instants, rapidement, dans le contexte scientifique de 2009, nous avons trouvé 3 façons de comprendre, d'analyser les besoins de base de la femme qui accouche, besoins de base oubliés depuis des millénaires, et qui se résument très facilement. Finalement, l'essentiel, c'est avant tout se sentir en sécurité, sans se sentir observé. C'est ça l'essentiel qui apparaît toujours, qui revient toujours. Mais quand on dit cela, immédiatement, on évoque le type de personne qui peut se trouver alentour sans trop perturber. Quel est le prototype de la personne avec qui on se sent en sécurité, sans se sentir observé ou jugé? C'est la maman. On n'est pas timide avec sa mère, et on se sent en sécurité avec sa mère. C'est le prototype de la personne qui protège. Eh bien, partir de la perspective physiologique, dans un monde idéal, c'est comme ça, partir de la perspective physiologique, eh bien, ça conduit presque inévitablement à comprendre, à redécouvrir le rôle spécifique de la sage-femme. Et c'est important aujourd'hui de redécouvrir le rôle de la sage-femme. Si la sage-femme a disparu dans beaucoup de pays, eh bien, c'est parce que c'est la conséquence, c'est un signe d'une incompréhension très grande de la physiologie de l'accouchement. On n'a pas compris pourquoi des sages-femmes. Et même dans les pays où il y a encore beaucoup de sages-femmes, comme l'Europe occidentale, comme la France, il est évident qu'on a besoin de redécouvrir le rôle spécifique de la sage-femme. La sage-femme en tant que figure maternelle, personne avec qui on se sent sécurisé sans se sentir observé ou jugé. C'est complètement oublié dans nos sociétés. La sage-femme est très souvent devenue un membre de l'équipe médicale. Regardez comment on sélectionne en France celles qui veulent devenir sage-femme. D'abord baccalauréat, examen purement théorique, ensuite première année de médecine, à la fin examen purement théorique écrit, et puis après, selon le classement, on choisit. Très souvent, il y a les premières qui vont étudier la médecine en général, en dessous il y a l'école dentaire, puis très souvent à la fin il ne reste plus que l'école de sage-femme. C'est pas comme ça qu'on peut déceler les femmes de nature paisible capables de jouer le rôle de figure maternelle. Si on avait compris le rôle spécifique de la sage-femme, on reconsidérerait complètement la façon de sélectionner celles qui veulent devenir sage-femme. Mais la physiologie nous aide, la physiologie nous indique. Et même on peut dire encore un peu plus que cela. On peut dire que la perspective physiologique nous indique quelles devraient être les préoccupations principales d'une sage-femme authentique. Sage-femme authentique, on pourrait dire, c'est une sage-femme qui a bien digéré le concept d'antagonisme adrénaline-ocytocine. Soit intuitivement, soit par ses connaissances scientifiques, soit les deux. Mais la sage-femme authentique, elle sait quelque chose de très important. C'est que les libérations d'adrénaline sont contagieuses. C'est bien que ça a été bien étudié chez les mammifères, chez les humains. Ça veut dire tout simplement, on ne peut pas être dans un état de complète relaxation avec un taux bas d'adrénaline s'il y a à proximité quelqu'un qui est sous tension et plein d'adrénaline. Voilà ce que ça veut dire tout simplement. Ça veut dire qu'une des principales préoccupations d'une sage-femme authentique, quand une femme est en travail, c'est de s'assurer qu'il n'y a personne alentour qui secrète de l'adrénaline. Et c'est aussi une autre, et c'est complémentaire, essayer elle-même de maintenir son propre taux d'adrénaline aussi bas que possible. On a pu dire que la durée d'un accouchement était proportionnelle au taux d'adrénaline de la sage-femme, qui est sans doute en partie vrai. Et lorsqu'on dit cela conduit une fois de plus à évoquer les 6 mois dont je vous ai parlé, en 1953-54 chez M. Suzor. J'ai gardé de cette époque une image de la sage-femme. À l'époque, les sages-femmes n'avaient rien à faire. Il n'y avait pas d'ordinateur ou des données, etc. Elles n'avaient rien à faire. À l'époque, une sage-femme, c'est une femme qui passait sa vie à tricoter. Elle ne faisait rien d'autre. La sage-femme tricotait en attendant le bébé, ensuite à tricoter en attendant le placenta,
et puis elle tricotait quand il n'y avait pas de femmes au travail. Donc, et récemment, j'ai réalisé la valeur de cette attitude traditionnelle lorsque j'ai eu écho de travaux en cours à l'université de Cambridge, en Grande-Bretagne, où on y étudie les réponses physiologiques aux actes répétitifs. Et comme exemple d'acte répétitif étudié, c'est le fait de tricoter, c'est répétitif. Eh bien, lorsqu'on fait un acte répétitif comme tricoter, on abaisse son taux d'adrénaline. Voilà ce que... Alors, il ne faudrait pas conclure de cela que toutes les sages-femmes doivent être des experts en tricot. La conclusion, c'est que l'une des principales préoccupations de la vraie sage-femme, c'est, quand une femme est en travail, c'est d'essayer de maintenir son propre taux d'adrénaline aussi bas que possible. Alors, bien entendu, on va être bientôt obligé de nous arrêter parce que l'heure tourne, mais on est obligé quand même de dire 2 mots rapidement de cette importante phase de l'accouchement qu'on appelle aujourd'hui la 3e phase, et qui va de la naissance du bébé à la délivrance du placenta. Alors, on pourrait passer une journée à parler de cette courte phase, il se passe tellement de choses. Je vais évoquer seulement un événement pendant cette courte phase, immédiatement après la naissance du bébé et avant l'intervention du placenta. C'est le fait que la mère a la capacité de libérer un pic très élevé d'ocytocine. Selon les travaux suédois, on peut même conclure finalement que le pic d'ocytocine le plus élevé qu'une femme peut libérer dans toute sa vie, le taux d'hormone de l'amour le plus élevé qu'une femme peut libérer dans toute sa vie, c'est pas pour la naissance elle-même du bébé, c'est juste après. C'est plus élevé que pour la naissance elle-même, plus élevé que pendant un orgasme, plus élevé que pendant un réflexe d'éjection du lait, plus élevé que dans n'importe quelle autre situation. Et bien sûr, ce pic d'ocytocine qu'une mère humaine a la capacité de libérer à ce moment-là est vital, nécessaire pour une délivrance facile du placenta sans perte de sang, et puis, bien sûr, vital puisque l'ocytocine est la composante principale du cocktail d'hormones de l'amour que les mammifères libèrent dans l'accouchement, et en particulier les mammifères humains. Alors, après ce que nous avons dit sur l'ocytocine, dont la libération dépend de facteurs d'environnement, 2 mots. Que savons-nous sur les facteurs d'environnement? Que pouvons-nous dire sur les facteurs d'environnement qui permettent la libération de ce pic vital d'ocytocine juste après la naissance des bébés? Il y a 2 groupes de facteurs. D'abord, il ne faut surtout pas que la mère ait froid. Il ne faut pas qu'elle ait froid. Quand un bébé arrive, on doit avoir une obsession. Une obsession. C'est que la mère n'ait pas froid. Ça doit être une obsession. La mère n'est pas froid. On pense souvent là, au bébé qui ne doit pas avoir froid, mais la mère ne doit pas avoir froid. Ça, c'est la première considération. Et puis la deuxième, il ne faut surtout pas que la mère soit distraite. Elle a besoin du bébé, elle a besoin du nouveau-né à ce moment-là. À ce moment-là, elle a besoin de sentir le contact avec la peau du bébé, de voir les yeux du bébé, besoin de croiser les regards avec le bébé, sentir l'odeur du bébé sans aucune distraction. Mais alors ça, c'est le point difficile. Dès qu'un bébé vient de naître, il y a toujours quelqu'un qui veut dire ou qui veut faire quelque chose. Il y a toujours un très grand besoin d'activité. Alors on n'a pas le temps de parler de toutes les façons de distraire la mère à ce moment-là, ce qu'ont fait toutes les sociétés depuis des millénaires. Mais un exemple, imaginez une femme qui vient de mettre au monde son bébé. Elle a oublié le reste du monde. Elle est en train de découvrir son bébé. Quelqu'un vient avec 2 pinces, une paire de ciseaux pour couper le cordon. Elle regarde ce qui se passe. Elle revient sur notre planète. Elle ne libère pas son pic vital d'ocytocine. C'est un exemple parmi des centaines de façons possibles de distraire la mère à ce moment-là. Donc voilà une vue d'ensemble extrêmement rapide de ce qu'on peut dire en 2009 si on veut essayer de redécouvrir les besoins de base de la femme qui accouche dans un certain contexte scientifique.